Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier du festival Impulsion Business. Demain, c'est ici. On est toujours dans cet après-midi consacré à la transition numérique et au travail à distance. Donc tout de suite, l'atelier, c'est Sandrine Marquis de Cogitus Conseil qui va nous présenter en fait tout ce qui concerne le télétravail et le management à distance, donner toutes les clés d'un management de qualité. Elle sera accompagnée par Charlène Retou, qui est avocate en droit social, qui pourra venir un petit peu compléter son atelier, qui sera présente aussi à l'atelier suivant sur le cadre juridique. Donc Sandrine, je te laisse la parole pour parler du management à distance. Merci beaucoup. Bien. Alors bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, dans le cadre d'Impulsion Business qu'on fait en digital, demain c'est ici. Il s'agit effectivement de parler de demain. On a vécu une année quand même un peu particulière, plus qu'un peu. Et dans les entreprises, il y a pas mal de choses qui se sont passées, et notamment en termes, justement, suite aux différents confinements, de télétravail et de mode de fonctionnement un petit peu différents. Cette situation qu'on a vécue a engendré déjà un vécu un peu particulier dans les entreprises, dans les équipes, pour les managers, pour les collaborateurs, et puis un certain nombre d'interrogations. On en a encore entendu parler récemment avec les accords qui sont en cours, donc certainement on pourra en reparler plus tard. Mais il y a un vrai sujet qui se pose aujourd'hui sur comment on gère une équipe à distance. Alors déjà, gérer une équipe, déjà en soi, on est bien tous d'accord que ce n'est pas forcément le plus simple. Il y a toujours, quand on gère de l'humain, il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de situations qu'on a besoin de pouvoir expliciter, comprendre, pour pouvoir les accompagner au mieux ses collaborateurs. À distance, c'est encore plus compliqué. Harmonie Mutuelle, juste avant, rappelait qu'effectivement, généralement, ça amplifie les difficultés qui préexistent, et c'est le cas. Et donc, c'est très important de pouvoir déjà travailler un petit peu sur des questions de management, et puis ensuite de voir comment ça s'applique à distance. Alors, juste pour me présenter un petit peu, aller un petit peu plus dans le détail, donc moi, je suis consultante en management et en organisation du travail. Il se trouve que je suis également formatrice sur les outils de la Google Suite, qui s'appelle Google Workspace depuis quelques semaines. Et donc, en fait, sur toute la partie travail collaboratif. Donc, moi, j'interviens vraiment beaucoup dans les entreprises qui sont dans des phases de transformation, que ce soit croissance, reprise d'entreprise, etc., justement pour aider à une transition, à une transformation de l'espace managérial. Donc, je suis vraiment experte de la dynamique collective et de l'aspect relation d'équipe, et notamment des outils numériques qui les accompagnent. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter un petit peu rapidement, on n'a pas non plus un temps indéfini, mais au moins pour vous donner quelques pistes de réflexion, c'est reprendre quelques outils pour parler de qu'est-ce que c'est le collectif. Déjà, faire équipe, ça veut dire quoi? Déjà, on se repose sur quelques bases. Et puis ensuite, quand on est manager, eh bien, on a une mission vis-à-vis de son équipe qui va être de savoir prendre soin, de savoir soutenir son équipe, de savoir transmettre, collaborer, et puis de savoir faire grandir. Et ces missions-là, elles se jouent en présentiel, bien sûr, mais aussi à distance, et c'est là que ça devient compliqué. Alors, pour revenir rapidement sur ces outils, juste un petit rappel, c'est quoi le rôle du manager? Le fait de manager, c'est quoi? C'est réussir à passer de l'addition de contributions individuelles, l'exécution par chaque collaborateur d'un ensemble de tâches qui ont été définies par l'entreprise, à la multiplication d'intelligence interactive. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est les interactions entre les intelligences individuelles qui vont être mobilisées autour d'un objectif, d'un projet, d'une mission. Je trouve que c'est une assez jolie définition du manager. Et pour vous rappeler un petit peu plus précisément, une question clé, c'est quoi l'équipe? C'est quoi faire équipe et c'est quoi une équipe par rapport à un groupe? Un groupe de personnes n'est pas une équipe. Un groupe de personnes, ça peut être un clan. Un clan, il se joue sur le sentiment d'appartenance. Il tient sur ce sentiment d'appartenance. C'est le clan des MacLeod. Ça parle à tout le monde, je crois. On a la question de la bande. La bande, c'est la ressemblance, c'est l'identité, c'est la volonté d'être pareil. D'accord? C'est les blousons noirs. On a
ce qui va s'apparenter à la foule, et la foule, elle fonctionne sur l'émotion. C'est ça qui la rend potentiellement dangereuse, parce que ça se propage très très vite, et ça crée effectivement des ambiances qui sont parfois explosives. On les connaît. Et puis l'équipage. L'équipage, c'est quoi? L'équipage, c'est un bateau, une entité, avec un certain nombre de personnes qui ont un but commun, aller du point A au point B, en vie, c'est possible, et qui ont chacun des places bien spécifiques. Et cet équipage, donc, il tient souvent aussi, parce qu'il y a un capitaine, et plus il est charismatique, et plus c'est sympa. Et donc, effectivement, cette notion d'équipage, elle tient principalement à ce sentiment donc d'appartenance, certes, mais aussi à cette nécessité de créer une solidarité autour d'un projet commun pour construire cette cohésion d'équipe. Et ça, c'est le rôle du manager, d'aller construire la cohésion d'équipe sur un but et une organisation. Alors, une équipe, c'est quoi? C'est donc bien un groupe de personnes à la base, mais un groupe de personnes qui a un nombre spécifique, limité, avec un projet à mener ensemble, qui ont envie de réussir. Donc, qui dit envie de réussir dit motivation. Il faut savoir pourquoi je suis là. Est-ce que j'ai vraiment, moi, individuellement, envie de faire réussir ce projet? Un groupe qui est organisé, avec des rôles qui sont bien complémentaires, qui sont connus des uns et des autres. Hein, c'est les fameuses fiches de poste, etc. Si on n'est pas au clair sur qui fait quoi, ça crée du flou, ça crée du vide, et potentiellement, ça crée des tensions. Ce sont des règles communes, un règlement intérieur, on en reparlera, mais c'est aussi un mode de fonctionnement commun qui est équitable, qui est juste, qui est connu de tous, auquel que je peux prévoir dans mes actions en tant que collaborateur. Et donc tout ça forme une communauté de culture, de valeurs, une capacité à communiquer ensemble, une capacité à travailler en coopération. Et donc ça nécessite un ensemble d'éléments. Donc de fait, une équipe, elle n'existe que par et dans l'action, à la différence d'un groupe qui n'est pas défini. J'ai besoin d'une action et j'ai besoin d'avoir un objectif et de mener des actions pour atteindre cet objectif, pour avoir une équipe. Et quand on est en télétravail, c'est ce par et dans l'action qui devient plus flou et qu'il va falloir effectivement remettre au centre du raisonnement et remettre au centre du collectif. Alors faire équipe, c'est quoi? C'est le rôle effectivement du manager. Il va avoir besoin de passer par un projet commun avec des objectifs collectifs qui sont bien définis, des règles du jeu et surtout un mode de communication qui est bienveillant, qui va permettre de créer un climat de confiance. Donc un climat de confiance, encore une fois, ce sont des règles, c'est un enchaînement d'un certain nombre d'idées, c'est le fait de pouvoir de comprendre comment réagit son hiérarchique ou ses collègues ou son collaborateur. Et donc effectivement, si vous changez d'avis toutes les 2 minutes et qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec telle ou telle personne, forcément, ça vous met dans une situation qui n'est pas une situation de confiance. Donc c'est important de pouvoir prévoir, avoir des règles du jeu qui sont prévisibles, un mode de communication qui est prévisible pour pouvoir être dans un climat de confiance. Et ça encore, quand on est à distance, si ça n'a pas été clairement évoqué, si on n'a pas été transparent ou si les choses n'étaient pas très claires au démarrage, ça va s'amplifier à distance parce que, on perd le langage non verbal, on perd une partie des modes de communication classiques et potentiellement, la relation elle-même, au-delà de la distance technique, la relation elle-même prend de la distance ou devient plus floue et donc devient compliquée. Alors, ce qui va être donc important quand on est en télétravail, c'est donc de bien clarifier ces objectifs collectifs, d'être en capacité non seulement de pouvoir faire entendre sa voix, est-ce que j'ai bien fait entendre mon point de vue, est-ce que j'ai été clair, est-ce que j'ai été compris, parce que parfois on ne se rend pas bien compte, notamment en visio, c'est loin d'être simple. Il faut quand même avoir en tête que les règles du jeu, alors surtout cette année, le télétravail n'est pas forcément toujours de cette façon-là, puisque là, on a vécu quelque chose de très exceptionnel et de très brutal. Et donc là, cette année, les règles du jeu ont été très brutalement modifiées, et donc il est important de
de pouvoir entendre les contraintes des uns et des autres dans l'organisation de ces règles du jeu et de ce mode de fonctionnement à distance. On a un mode de communication qui a complètement explosé. Ça, c'est ce qu'on a vécu. Pareil, hein, la brutalité du changement, tout en présentiel, tout en télétravail, a fait que le mode de communication a complètement s'est disséminé, s'est dilué dans la multitude d'outils. Donc, Harmonie Mutuelle, on parlait juste avant. Quels outils je sélectionne, pourquoi, etc. Et donc là, c'est aussi une question qu'il va falloir avoir en équipe. Hein, on ne met pas en place du télétravail juste en claquant des doigts et en disant « je prends mes clics et mes claques, je vais chez moi et puis je vais mettre en place un Slack, un Trello et puis un machin et puis après on n'y comprend plus rien ». Donc c'est une décision qui doit se faire aussi en équipe. Et ce climat de confiance, donc il va falloir restaurer. Alors, je vais juste faire une petite aparté sur la question de la fonction du travail. Alors, de la même façon que le télétravail, c'est compliqué parce que la visio, etc. Là, je ne vous raconte pas la difficulté quand je suis toute seule face à un appareil photo. Et donc, si vous avez la gentillesse de poser quelques questions, n'hésitez pas, c'est aussi le moment parce que ça me permet de répondre à votre besoin et de pouvoir être au plus près de votre dynamique personnelle. Sur la question du travail. Le travail a quand même deux fonctions qui sont fondamentales pour la construction identitaire des personnes. C'est pour ça qu'un risque psychosocial a des conséquences qui peuvent aller jusqu'au burn-out, tout simplement parce que ça met en danger l'identité de la personne. Alors, pourquoi ? Parce que le travail a une fonction stratégique, du point de vue de l'employeur, je réponds à un besoin, et le travail a une fonction psychologique, qui est le point de vue salarié, qu'est-ce que moi ça m'apporte d'un point de vue identitaire. Et donc toute la fonction RH, justement, et la fonction managériale, elle a pour but de faire l'amalgame entre les deux et de faire en sorte que les deux fonctionnent, que ça réponde aux besoins stratégiques et que ça réponde aux besoins psychologiques du salarié. Petit rappel sur les sources de motivation que l'on connaît. Donc, il y a le travail de Maslow qui a été complété par Herzberg. 5 besoins de motivation, alors qui sont souvent représentés sous forme de pyramide, et qui effectivement vont être des facteurs d'hygiène et des facteurs moteurs. Donc des facteurs d'hygiène, c'est-à-dire si je ne les ai pas, je ne peux pas travailler. S'il n'y a pas la sécurité au travail, si je n'ai pas les bons équipements pour monter sur le toit parce que je suis sur un chantier, je ne peux même pas travailler. Les facteurs moteurs, c'est ce qui va faire en sorte que je vais avoir plutôt envie de travailler chez toi que chez toi. Parce que je vais avoir plus si je suis dans cette entreprise avec tel ou tel avantage qui vont répondre à mon besoin social, à mon besoin d'estime, de reconnaissance, de réalisation personnelle, d'évolution professionnelle, etc. Donc ça, ce sont des sources de motivation qui sont importantes à avoir en tête. Alors j'ai une question pour toi, Sandrine, la première. Ouais. Et là, on va vraiment être sur du travail collaboratif plus. Pensez-vous que ces règles de collaboration en interne, tu parlais de climat de confiance, définition des règles, sont-elles aussi indispensables pour les collaborations entre les entreprises ? Alors, c'est une très bonne question, mais c'est très juste. Le mode de fonctionnement, de toute façon, aujourd'hui, est peut-être encore plus qu'avant. On est sur un mode de communication qui est très rapide, très immédiat. Il y a beaucoup de numérique partout. Et donc, la gestion de la confiance et de la relation de confiance est fondamentale. Alors oui, elle est indispensable entre l'entreprise et ses salariés, et il faut que ces règles du jeu soient clarifiées. Elle va être indispensable entre une entreprise et ses partenaires. C'est le même schéma. On travaille ensemble, si on est partenaire, que ce soit mes fournisseurs ou mes clients, il faut que mon discours, ce soit un discours cohérent et que ça puisse mettre en œuvre une relation de confiance. C'est pas anodin, hein. Quand on parle, on a beaucoup parlé de marketing dans les années 70-80, on a développé le marketing en masse, la pub, etc. C'est super. Petit à petit, on est passé de ce concept de marque et de discours marketing client à cette notion d'expérience client. Et aujourd'hui, on parle de marque employeur. C'est-à-dire qu'on a fait le lien, et c'est limpide, on a fait le lien entre la communication client et la communication entre l'employeur et ses salariés.
Et cette relation-là, elle correspond à ça. Mes salariés sont mes partenaires de travail. Si je n'ai pas une relation de confiance avec eux, on ne va pas travailler dans de bonnes conditions. Et de la même façon qu'avec mes partenaires, je ne vais pas travailler dans de bonnes conditions si on n'a pas une relation de confiance non plus. Donc oui, ces règles du jeu, elles peuvent tout à fait se mettre en œuvre. Elles sont valables dans les deux parties. Et si je veux vraiment tirer le sujet et revenir à ce sujet du télétravail, c'est pareil pour le télétravail en fait. Même avec ses partenaires, il y a peut-être des choses à jouer. Ça dépend un petit peu des secteurs d'activité des uns et des autres. Mais il y a aussi des choses à jouer sur comment on bosse ensemble dans les conditions qu'on traverse aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as besoin qu'on se voit toujours tous les mois ou tous les 3 mois? Ou est-ce que c'est nécessaire qu'on ait un document partagé sur lequel on va pouvoir échanger davantage d'informations, peut-être avoir une communauté sur Google Currents pour ne citer que lui, mais il y en a d'autres. Peut-être que les outils et le mode de communication va changer aussi avec ses partenaires. Donc c'est vraiment un sujet qui concerne l'ensemble des parties prenantes. Et typiquement, la question de la motivation, elle se joue aussi à ces niveaux-là. C'est le même sujet, en fait. Alors, fonction psychologique, des fois, on me regarde un peu de travers, mais voilà. Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation de « Bonjour monsieur, je ne vous connais pas, on se rencontre pour la première fois, et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ça fait partie des choses qui nous construisent, qui font qu'on se définit par le travail. D'où l'importance, effectivement, de se sentir bien au travail. C'est la question de la créativité, hein, c'est ce qui nous fait, nous, personnellement, ma personne va apporter quoi à l'entreprise. Et plus je la mets en valeur, plus je peux exprimer ma personnalité et plus je suis droit dans mes pompes. Sandrine, comment ferais-tu pour établir ces règles en commun avec les collaborateurs? Est-ce qu'il faut pencher pour un document de travail sur lequel chacun réfléchit de son côté? Ou encore une fois, on pense collaboratif et on pense plutôt à un Zoom permettant d'interagir en direct? Alors l'un ne va pas sans l'autre pour moi. On est dans la question du collectif avant d'être dans le collaboratif. Donc, quand on travaille à distance et quand on émet ces règles, même si on est en présentiel, en réalité, la question principale, c'est pourquoi on bosse ensemble? C'est quoi notre mission, nous, équipe, là? C'est quoi notre but, hein? Je vous rappelle, l'équipage, il va de A à B. Donc, c'est quoi notre objectif? Donc, on a une mission collective. Et maintenant, quelles règles on se donne pour pouvoir remplir cette mission dans les meilleures conditions? Alors, c'est vrai, quand on était je parle au passé, quand on était au présentiel et que les règles du jeu de l'entreprise étaient les mêmes pour tout le monde sans trop se poser de questions, puisque finalement pour travailler, il fallait être au bureau et puis le reste intervenait dans un deuxième temps. Mais là, effectivement, c'est encore plus important quand on est en travail à distance parce qu'on a la problématique de, oui, mais moi, j'ai pas un bureau chez moi, moi, j'ai mes gamins, moi, j'ai ceci, il se passe ça dans ma vie, je peux pas tout gérer non plus. Et finalement, c'est aussi des questions qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours dans le présentiel. Moi, la réunion à 18h, ça ne va pas le faire. Et donc ces questions-là, c'est des questions qu'on peut gérer et qu'il faut gérer en équipe. Qu'est-ce qui est possible pour toi? Moi, mettre une réunion à 13h, c'est super compliqué parce qu'en fait, il faut que je dépose mes enfants à l'école à 13h15 et que sinon, ça ne marche pas. Et alors qu'effectivement, si on la met à 14h30, la petite, elle dort et du coup, je suis un peu plus tranquille. Bon, pourquoi pas? C'est comme pour moi, c'est un peu le même schéma, le même questionnement que sur la déconnexion au travail. Ah, on a droit à la déconnexion. Encore heureux. Et donc maintenant, je vous préviens, à 19h30, je coupe tout. Ouais, mais alors moi, en fait, j'aimerais bien, si c'était possible, récupérer mes enfants à 16h30, pouvoir être avec eux jusqu'à 20h, et puis à 21h, quand ils sont couchés, que la maison est rangée, moi, en fait, je suis encore en forme, c'est mon rythme à moi, hein, je suis comme ça. Et à 21h, j'ai envie de bosser encore 2 heures. Et donc, les 2 heures que je n'ai pas faites avant, est-ce que je ne peux pas les faire après? Ah non, déconnexion au travail. Et quelque part, est-ce que c'est vraiment respecter la santé au travail et l'équilibre de l'équipe avec ses forces et ses faiblesses que de dire, j'impose un truc qui est le même pour tout le monde, sans prendre en considération les limites
des uns et des autres et les envies des uns et des autres, justement pour respecter cet équilibre vie pro, vie perso. En fait, on ne se donne pas assez de souplesse. Et cette souplesse, elle n'est possible qu'en équipe. Il faut la déterminer ensemble. Il faut que les salariés, les collaborateurs aient voix au chapitre et puissent dire « non, moi, ça ne me va pas. Là, c'est OK. Moi, j'ai trouvé tel outil, il marche vachement mieux. Qu'est-ce que vous pensez d'eux ?» Et pouvoir discuter tous ensemble pour pouvoir valider des règles de jeu qui sont collectives. Sinon, vous imposez un truc et point barre. Après les modalités, libre à vous. Un Zoom, peut-être une réunion après, vous faites un récapitulatif sur un dossier partagé, un document partagé, vous en rediscutez dans un deuxième temps, vous pouvez faire du vote, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire plein de choses. Mais ce qui est important, c'est que ce soit tous ensemble. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Charlène? Pour l'instant, non, pas d'autres questions. Bien, alors j'enchaîne. Donc effectivement, on parlait de cette question de la créativité, de la reconnaissance du travail des uns et des autres. On a ce travail, il porte aussi donc, sur l'expression de ma créativité, propre à moi, sur la reconnaissance interne, c'est-à-dire la reconnaissance de j'ai fait du bon boulot. Et alors comment on définit le bon boulot? C'est par rapport à une mission collective, par rapport à mes compétences. Est-ce que c'est parce que je l'ai fait très très bien ou est-ce que c'est parce que ça répondait très précisément à l'objectif? Il y a plein de façons de faire qui dépendent aussi de ma personnalité. Et puis, il y a une question de reconnaissance sociale. C'est bizarre à dire, mais il y a 3 ans, on ne portait pas la même importance sociale à des postes de type aide-soignante. Là aussi, il y a une reconnaissance sociale qui s'organise et qui va faire prendre sens aussi à notre propre mission. D'où l'importance aussi qu'on soit bien dans nos règles et bien dans nos valeurs si ces missions ne sont pas respectées. Alors, en tant que manager, voilà, maintenant qu'on a un peu redéveloppé tout ce qui concerne l'aspect management présentiel ou distanciel, quand on est effectivement manager, les choses sur lesquelles je dois être très vigilant et sur lesquelles il faut que je me méfie un petit peu dans cette notion de télétravail, c'est la question de la reconnaissance, du sens du travail, du sens collectif et des priorités. Vous avez, en tant que manager, vous avez un rôle d'organisation du travail. Vous organisez votre équipe pour pouvoir répondre à la mission collective de façon la plus performante possible. La performance, je l'entends en prenant en compte la santé des salariés. Donc vous avez aussi un rôle, de par la responsabilité de l'employeur, de prévention des risques psychosociaux. Et il vous revient, et c'est quand même un sacré rôle quand on est manager, il vous revient aussi d'assurer la fidélisation de vos collaborateurs. Donc vous êtes vraiment le premier contact de l'employeur vis-à-vis de vos collaborateurs. Et donc c'est à vous de faire en sorte que ces 3 actions soient protégées malgré la distance. Donc on garde une organisation du travail performante, qui prévient et qui garantit la santé au travail des collaborateurs et qui assure une fidélisation de ceux-ci qui n'ont pas envie de partir ailleurs. S'ils sont compétents, on va essayer de les garder. Et donc, il faut vraiment très être au clair sur la capacité à rappeler aux uns et aux autres que ce qu'ils ont fait, c'est bien, ou qu'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore tous ensemble. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est bien aussi de pouvoir les traiter en équipe. De bien rappeler pourquoi on fait telle ou telle chose. Ça, c'est la question du sens du travail. Pourquoi moi, je travaille et qu'est-ce que j'apporte à notre mission collective. La notion, justement, du collectif au sens de avec qui je travaille. Alors ça, c'est un grand danger quand on est en télétravail, c'est de ne plus voir les autres. Donc, il va être très important de pouvoir rendre le travail visible, montrer ce qu'on fait. Donc ça, là, pour le coup, c'est tant les collaborateurs que les managers doivent absolument avoir en tête de montrer ce qu'ils font, de mettre en avant le travail des uns et des autres, justement pour pouvoir rappeler que le collectif est là. Et puis, effectivement, de réévaluer les priorités. Quand on avait des priorités qui étaient relativement claires, quand on était en présentiel, eh bien, à distance, c'est important d'adapter ces priorités avec les contraintes des uns et des autres par rapport à la situation que l'on traverse. Donc, on essaie de rester dans l'action. On fait du court terme pour
pouvoir bien rappeler où est-ce qu'on est, à quel moment du process on est, et garder les collaborateurs et vous garder dans l'action. On se montre, on rend l'activité visible, on se montre soi et on montre ce que font les collègues, les collaborateurs, etc. pour pouvoir rappeler que le collectif est présent et pour pouvoir permettre la reconnaissance des uns et des autres, pour pouvoir renforcer l'interaction. Et puis, il va falloir créer des rituels. Donc, je vais vous en parler juste maintenant. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, mais je vais vous parler d'un certain nombre d'outils, notamment sur la suite Google, pour évaluer quel type de rituel collectif on peut mettre en place, comment se rendre disponible pour son équipe et comment autoriser cette souplesse qu'on va pouvoir mettre en avant. Alors, plusieurs points qui sont importants. Quand on est à distance, il y a une chose qui va être plus difficile et qu'il faut développer, c'est la capacité à transmettre et à collaborer. Je vous donne un exemple. Je vous en donne quelques-uns. Ce sont des pistes. Là, je vous montre des outils qui sont issus de la suite Google. Mais vous avez effectivement la suite Microsoft 365, dont Martial Roy vous parlera en fin de journée. Donc, en tout cas, ce qui est important, ce sont mettre en place des outils collaboratifs pour pouvoir travailler ensemble et collaborer ensemble à distance plus facilement. Un exemple avec Keep qui est de la gestion de prise de notes, de la gestion de post-it. Très simple en soi, rien de particulier. Le gros avantage de Keep, pour exemple, c'est la possibilité de partager des notes. Et donc d'avoir des post-it, des listes de tâches, des listes de notes, des rappels qui sont partagés entre vos différents collaborateurs. Donc vous allez pouvoir, en quelques clics, suivre précisément, alors c'est de la mini-gestion de projet, voilà, on a tel travail à faire, et donc pouvoir suivre au fur et à mesure et cocher les différentes choses. On va avoir des choses de type Google Doc. Alors Google Doc, c'est l'équivalent de Word, mais donc à distance, tout en ligne. Et là, ce qui est super avec Google Doc ou avec l'équivalent Word 365, c'est la possibilité de travailler à plusieurs en même temps sur le même document. Et avec un document, du coup, sur lequel on ne perd jamais l'historique, sur lequel on peut commenter, on peut échanger des informations et monter un document à plusieurs, à 10, à 20, à 30, comme si on était en réunion ensemble et qu'on faisait le document ensemble. J'ai une question pour toi, Sandrine. Oui. Est-ce qu'on peut transférer ton propos, finalement, tout ce que tu es en train de nous expliquer, sur des cours à distance? Est-ce que ce serait applicable à des cours à distance? Et c'est vrai que le sujet se pose, puisqu'on est en plein dedans. On le sait avec la fermeture des écoles et des universités. Alors, complètement. Il y a une suite dédiée qui s'appelle Google for Education, donc qui est vraiment tout à fait spécifique pour l'enseignement à distance. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, qui vont venir en complément. Alors, il y a des plateformes qui existent aussi. Il y en a une qui est portée par la CCI, mais il y en a d'autres. Donc, sur le principe, en tout cas, de l'enseignement à distance, de la formation à distance, c'est parfaitement possible. Je repense à des élèves qui avaient un projet à monter, qui, du coup, avec le confinement, se sont retrouvés un petit peu coincés, etc. Et le fait de pouvoir reprendre leurs outils, leur adresse Gmail et de prendre l'outil directement en main, ils ont monté leur projet à distance sans difficulté. Donc là, c'est tout à fait imaginable et bien sûr, c'est un vrai sujet sur lequel c'est limite même le meilleur sujet, j'ai envie de dire, la formation, quand vous avez des cours à distance, parce que ça vous permet de prendre en main l'outil sans enjeu. On n'est pas dans un enjeu de performance économique de l'entreprise, etc. Et du coup, de prendre en main l'outil pour que demain, post-diplôme, quand vous aurez votre boulot, eh bien, vous serez amplement à l'aise avec ces outils-là. Bien, merci pour ces précisions, parce que ça a une importance toute particulière en cette période assez troublée. Complètement, complètement. Donc Google Doc, effectivement, ça a un gros avantage aussi. Donc c'est cette capacité à travailler en commun, à travailler en même temps, à éditer le document en même temps, mais également à mettre des commentaires dessus. Donc on va pouvoir, alors je donne quelques exemples, mettre un commentaire, attribuer un commentaire à quelqu'un. Donc par exemple, si vous travaillez, qu'il est 23h et que votre collègue, vous savez qu'elle ne se remettra pas dessus avant 2 jours, eh bien vous pouvez parfaitement lui mettre un commentaire à sa destination
et elle reçoit un mail avec un lien qui va directement là où vous lui pointez l'information. Donc ça permet aussi quand même d'avoir en termes de communication un certain nombre d'outils très automatisés, très faciles, qui vont permettre d'aller plus vite à l'essentiel. Vous avez aussi sur ces outils la capacité d'avoir un historique des versions, par exemple, qui vous permet de conserver constamment les différentes évolutions, les différentes modifications. Et donc, le gros avantage, c'est que vous ne pouvez rien perdre. Il n'y a pas de danger à utiliser cet outil. Si une personne fait une fausse manip et supprime tout le document, eh bien, vous le retrouverez et il n'y aura pas de grosses difficultés là-dessus. Donc ça, c'est sur Google Docs. Vous allez aussi pouvoir travailler, alors ce qui s'appelait avant Google+, qui est devenu Google Currents dans le courant de l'année 2020, qui est en fait la capacité à faire des communautés. Alors ça nécessite quand même d'avoir une version business, à minima, de la suite Google. Mais malgré tout, j'ai vu pas mal d'entreprises qui travaillaient comme ça, avec des communautés. Et donc, par équipe, d'avoir la possibilité de suivre des projets, projet par projet, et de pouvoir communiquer ensemble de façon organisée, comme un Slack avec les différents sujets, et de pouvoir organiser le fonctionnement et la collaboration de façon propre et facile. Ce qui va être important, c'est également, donc, dans la mise en place du télétravail, il y a la question des outils, mais il y a la question des règles du jeu dont on a parlé. Pour organiser vos rituels collectifs, de penser à vous autoriser une vraie souplesse de travail. Vous assurez que les parents peuvent s'organiser pour assurer l'école. Est-ce qu'elle est encore en parallèle ou pas? Est-ce que l'école a fermé? C'est quand même pas de chance, mais ça arrive. Est-ce qu'ils se retrouvent qu'à contact et qu'ils sont enfermés chez eux avec toute la famille? Est-ce que les conjoints des collaborateurs sont dans la même situation? Et donc là, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui télétravaillent en même temps, donc effectivement, il va falloir se coordonner aussi. Dans certains cas, ça veut dire aussi anticiper des périodes de vacances, des périodes où les enfants sont davantage à la maison et où tout d'un coup, le télétravail, il va falloir aussi adapter un petit peu le fonctionnement. Préciser donc les temps de réunion, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis jouer sur les horaires de travail, accepter une souplesse en termes d'horaires de travail pour que chacun puisse s'y retrouver relativement facilement selon ses contraintes. Et puis quelque part, quand on me dit bah oui, mais moi, je suis bien embêtée parce que quand je suis en visio, j'ai pas de bureau à moi, donc des fois, j'ai mon gamin qui débarque. Bah oui. Bah c'est la vie, non? En fait, il n'y a rien de grave. Et la souplesse, c'est aussi ça. C'est aussi accepter qu'en télétravail, bah oui, on est chez soi. Et donc, eh bien, il y a une part de soi aussi qu'on ouvre et qu'on met à disposition, qu'on présente. Et là encore, j'ai envie de vous dire, ça crée des souvenirs. Hein. Vous allez créer en fait des images, vous allez présenter vos enfants. C'est pas grave s'ils interviennent, tant que ça ne gêne pas l'ensemble du contenu du travail qui est réalisé. Mais n'essayez pas de les repousser, de les mettre à distance. Enfin, il faut être cohérent aussi. Et là, tant en tant que manager qu'en tant que collaborateur, voilà. Les choses sont simples, quoi. Prenez un peu de souplesse. Il y avait une question tout à l'heure sur la question de je connais quelqu'un et on était dans le monde perso, je le connais à titre personnel et tout d'un coup on est dans le monde professionnel. Cette question-là, elle se posera de la même façon en télétravail ou pas. Et dans n'importe quelle condition, la seule réponse, c'est soyez vous-même, quoi. Posez les choses, expliquez, soyez transparent. Si les choses sont claires et affiché, vous ne pouvez pas être pris en défaut. Parce que le danger de ça, c'est d'être pris en défaut. Donc tant que vous êtes clair et transparent sur les différentes situations que vous pouvez rencontrer au travail, eh bien, vous êtes déjà beaucoup plus cohérent. Et du coup, la relation de confiance est conservée. C'est ça le danger derrière. Sur les rituels collectifs, pensez, donc vos visios, on les planifie, éventuellement faire des réunions à des heures fixes, etc., pour que chacun puisse l'anticiper, avec un ordre du jour qui va être anticipé. Proposer des temps d'échange en binôme, ouvrir son agenda. Quand on est à distance, le coup de la porte ouverte du bureau qui est ouvert, c'est difficile. Hein, quand on est au bureau et que votre manager vous dit « Bon, si je ferme la porte, c'est que je ne suis pas dispo, mais si je l'ouvre, tu peux rentrer quand tu veux, surtout, tu frappes, je suis là, il n'y a pas de souci. » Quand vous êtes à distance, c'est invisible, ça.
Donc là, vous pouvez là aussi créer des espaces dans votre agenda en disant, bon ben voilà, le matin de 9h à 11h, je suis dispo pour l'équipe. Et donc, par exemple, alors, typiquement Google Agenda propose ça, mais il y a peut-être d'autres outils ou d'autres façons de faire. Vous allez pouvoir dire, bon ben voilà, j'ouvre des créneaux de un quart d'heure ou de une demi-heure, et puis s'inscrit qui veut. Ma porte est ouverte. Donc si vous avez besoin que je sois disponible pour vous, je suis disponible pour vous. Ça marche pour la formation, ça aussi. Pour un professeur qui a besoin de se rendre disponible pour ses élèves. On peut faire, avec des outils comme Google Forms par exemple, des enquêtes de climat social, des micro-enquêtes, du brainstorming, qui va vous permettre de travailler en collaboratif, de faire parler tout le monde et de pouvoir donc récupérer les demandes des uns et des autres. Vous allez pouvoir utiliser des Jamboards, par exemple, un tableau blanc que vous mettez en fond et qui vous permet là aussi à tout le monde d'échanger, de mettre des informations, de communiquer, de ranger des informations et donc de travailler là encore sur des réunions. Il y a plein d'autres outils qui existent, je pense à Bcast ou Booklab, qui sont aussi des outils qu'on utilise beaucoup en formation mais aussi en entreprise et sur lesquels vous allez pouvoir communiquer, brainstormer, mettre en place des rituels collectifs qui vont permettre à votre équipe de rester un collectif. Donc sur Google Agenda, effectivement, on en parlait, la possibilité de mettre des créneaux horaires. Vous avez la question des chats, alors que vous ayez Slack, que vous utilisiez Messenger, WhatsApp ou quoi que ce soit, vous avez généralement la possibilité de mettre un affichage sur votre disponibilité et donc de préciser si vous êtes dispo, pas dispo. Vous allez avoir, donc voilà, il y a un certain nombre d'outils que vous allez pouvoir utiliser et c'est équivalent. Donc sur Microsoft, il y a plein de choses qui existent aussi. Demain, comment ça se passe? On a vécu quand même une période difficile avec plein de choses qui se sont mises en œuvre, des situations délicates pour certains salariés. On l'a vu en septembre, certaines entreprises sont passées du tout présentiel au tout télétravail à nouveau tout présentiel. Personnellement, ça me pose question. On est capable de faire du télétravail et tout d'un coup, on dit « Ah non, c'est fini, retour à la case départ ». Quel est le message que vous communiquez quand vous faites ça? La question, c'est de quoi on a besoin? Nous, équipe, comment on va construire ces règles du jeu et ces règles du jeu à distance, etc. Quelles sont les possibilités de développement qu'on pourrait avoir pour un meilleur équilibre vie pro-vie perso, pour des risques psychosociaux qui sont relativisés, qu'on va pouvoir mieux gérer, pour pouvoir prévenir la qualité de vie au travail et la santé au travail? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer ici? Nombreux sont les salariés qui nous ont demandé, mais moi j'aurais bien aimé continuer en fait. Je voulais faire ça, je voulais faire du télétravail, on me disait que ce n'était pas possible. Du jour au lendemain, je me rends compte que ça l'est. Et là, mais qu'est-ce que je m'éclate en télétravail, quoi. Oh, super, c'est exactement ce que je veux, quoi. Je peux voir mes gosses, je peux gérer. En fait, je me débrouille pas trop mal. J'avais un peu peur, mais finalement, je me suis super bien débrouillée. L'équipe est contente. Et là, tout d'un coup, ah bah non, rebelote, on revient comme avant. Et finalement, vous risquez de créer, en fait, du risque psychosocial si vous ne prenez pas en compte l'expérience qui a été menée. Donc là, il y a un vrai sujet. Demain et après-demain. Et c'est déjà clairement en cours, puisqu'il y a des accords qui sont en cours, etc. Mais il faut aller plus loin. Il y aura un avant et un après. Il y a des personnes qui l'ont vachement bien vécu et qui vont avoir du mal à revenir en arrière. Il y a des personnes pour qui ça ne s'est pas forcément bien passé, mais encore une fois, ça n'a fait qu'amplifier des situations qui étaient délicates. On l'a vu, quand on parle de management à distance, c'est quand même du management à la base. Donc il y a peut-être des sujets plus généraux qu'il va falloir aller traiter et questionner. Et puis il y a une vraie demande, de plus en plus de salariés, avec cet intergénérationnel qu'on retrouve dans les entreprises. On a plein de représentations du travail différentes aujourd'hui dans l'entreprise, entre les millennials, les générations X, Y, Z, et puis les générations des 30 glorieuses qui sont plutôt en fin de carrière, etc. On n'a pas la même ambition du travail.
Et là encore, si on veut faire du collectif, il faut penser l'ensemble du sujet ensemble. Garder cette souplesse, interroger tout le monde et garder cette souplesse. Et puis, aller développer davantage sur les conditions pour gagner effectivement en qualité de vie en travail, en conduite du changement, gagner sur l'opportunité de l'expérience qui a été menée pour pouvoir gagner aussi sur la fidélisation des salariés, sur la performance à long terme et donc faire évoluer l'entreprise sur vraiment le monde de demain, quoi. Voilà, moi, ce qui me semblait important de dire sur cette question du télétravail d'aujourd'hui. C'est vraiment cette question du management qui est importante, au-delà des outils, mais les outils vont aider, il faut savoir bien les choisir et les choisir tous ensemble. Donc on verra un peu plus sur les outils avec Martial en fin de journée, et on verra aussi sur la mise en œuvre finalement de ce télétravail d'un point de vue un peu plus cadré avec Charlène. Mais si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Tout d'abord, Sandrine, moi je voulais te féliciter parce que c'était une présentation très claire, mais surtout qui donnait envie de se remettre en cause et de changer peut-être des mauvaises habitudes et en tout cas en prendre des bonnes, et qui donne envie de tendre vers un nouveau fonctionnement auquel parfois les entreprises n'avaient jamais finalement eu recours, pour arriver non seulement à une performance collective, c'est vrai, mais aussi à un bien-être collectif, parce que ça peut aller ensemble, et même il faut finalement qu'on arrive à tendre vers ça. Et c'est en cela que j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que ça donnait vraiment envie de changer des habitudes pour arriver à quelque chose de positif en globalité pour tout le monde. Cette notion de performance, elle est importante. Aujourd'hui, elle est encore plus prégnante qu'avant, parce qu'elle est vraiment globale. On avait une vision très financière et économique de la performance. On le sait, voilà, on en discutait encore ensemble il n'y a pas très longtemps. Les jeunes générations ont une vision beaucoup plus contractuelle de la relation de travail. Et donc effectivement, cette notion finalement de performance et de motivation au travail, elle se joue aussi à l'aune de ma motivation personnelle, mes envies de carrière, mes envies d'évolution, mes envies personnelles aussi. Et donc, il faut savoir prendre en compte l'ensemble de ces contraintes-là pour pouvoir vraiment gagner sur la performance long terme, quoi. Donc, effectivement, ouais. Et c'est ça qui est assez intéressant quand on t'écoute, parce qu'on comprend qu'il faut penser collectif, global, mais on comprend aussi que ça passe justement par l'individuel et par les besoins de chacun, les ressentis de chacun et les envies de chacun pour arriver finalement à quelque chose de certes collectif, mais qui prend vraiment en compte chaque salarié en tant qu'humain propre, si on peut me permettre cette expression. Et c'est en cela que c'était assez intéressant aussi. Il faut changer en soi le regard qu'on peut avoir sur les salariés et sur les équipes de travail. Ouais. Et effectivement, du coup, le travail derrière juridique, il a son importance dans l'aspect négociation du cadre de travail, négociation des conditions de travail. L'accord de qualité de vie au travail tel qu'il a été mené jusqu'à présent, il n'est pas suffisant, on ne va pas assez loin. Il est souvent mené avec le CSE et puis la direction, et puis ça se limite un petit peu à ça. Il y a peut-être effectivement un travail à mener plus de front avec l'ensemble du collectif pour pouvoir avancer là-dessus. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Non, on y a répondu au fur et à mesure, en fait. N'hésitez pas en tout cas, moi je suis disponible sur la Normandie sans problème. Je laisse mon site web en consultation et je suis à disposition pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sandrine.